Élément essentiel de stabilité mondiale pour certains, instrument technocratique d'une dictature financière pour d'autres, l'Union européenne divise. Derrière les positions des politiques, quels enjeux entourent l'Europe et ses institutions? C'est tout de suite dans l'œil du fil. Et moi, ce que je réclame, c'est un référendum en France. Je pense d'ailleurs que chaque pays de l'Union européenne devrait pouvoir s'exprimer dans le cadre d'un référendum. Ça fait 11 ans que les Français n'ont pas été interrogés. Et la dernière fois qu'ils ont été interrogés, leur parole a été trahie par l'UMP et le PS. Et pourquoi sortir de l'Union européenne, de l'euro? C'est tout simplement parce que nous sommes contraints par les traités européens à des politiques que les Français ne veulent pas. Voilà. Il faut savoir que tous les autres candidats, ceux qui resteront dans l'Union européenne, seront obligés d'appliquer ce document, qui est le rapport de la Commission européenne du 18 mai 2016, qui fixe les politiques pour 2017. Mais s'il n'y a pas moyen de s'entendre, s'il n'y a pas moyen de faire comprendre qu'on veut l'harmonisation sociale et l'harmonisation fiscale, qu'on en a assez de la guerre des peuples les uns contre les autres, alors oui, il faut s'en aller. Mais il faut commencer par avoir une attitude d'ouverture et de discussion. Et en tout cas, être raisonnable. Il s'agit évidemment pour nous de reconstruire un projet européen, notamment par un rapprochement avec l'Allemagne, ce qui suppose d'abord que nous soyons debout, que nous ne soyons plus un pays à genoux, endetté, avec un taux de chômage record. D'abord, le dialogue avec les Allemands, et qui doit interroger les Allemands sur le sens des politiques d'austérité, et donc demain, la capacité ou pas à mutualiser les dettes européennes, à restructurer la dette des pays les plus aujourd'hui abîmés par la crise. Quiconque a à s'exprimer sur ce sujet vital devrait être ici, aujourd'hui, s'il partage nos valeurs, nos défis, c'est-à-dire cette volonté de remettre l'Europe à la hauteur de son histoire. Célébrée en grande pompe dans les années 90, l'Union européenne a aujourd'hui mauvaise presse en France comme dans d'autres pays qui la composent, comme le référendum britannique sur le Brexit l'a nettement démontré à des analystes incrédules. Ce qu'on constate quand on étudie l'Union européenne en premier, c'est une désaffection massive des peuples et qui est très saillante dès lors que se produit un référendum. Et durant les années 2015-2016, ça s'est beaucoup vu, il y a eu 5 référendums au total dans des pays membres de l'Union, tous négatifs. Pourtant, l'idée d'une coopération accrue entre les peuples européens ne date pas d'hier. Des personnalités influentes comme Victor Hugo ou plus tard l'écrivain britannique George Orwell l'ont porté en leur temps comme une perspective de libération. Mais c'est suite au traumatisme des 2 guerres mondiales et sur fond de guerre froide que la construction d'une zone plus unifiée, économiquement et politiquement, est devenue un objectif concret. Depuis plus de 20 ans, le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. Dans les discours, il s'agissait alors d'empêcher de nouvelles guerres sur le continent tout en le protégeant contre les menaces extérieures et de développer des liens d'amitié et d'entraide entre les différents pays. Ces discours, entrant en résonance avec les craintes et les aspirations des gens ordinaires, ont été à l'origine d'une large adhésion à un projet européen prenant corps dans un premier temps dans la communauté européenne du charbon et de l'acier, puis dans la communauté économique européenne à partir de 1957 jusqu'au traité de Maastricht de 1992 instituant l'Union européenne. Progressivement, l'Europe est devenue, pour beaucoup, synonyme de paix et certaines réalisations européennes, à l'instar du célèbre programme d'échange d'étudiants Erasmus, sont devenues emblématiques d'une conscience européenne enfin réalisée. Pas toujours comme ça. Très sympa. What's the matter with cool question is psychological. Oh, he's perfect. Don't worry. Come on. Read. Yeah. J'ai tout de suite adoré cet endroit. J'aurais donné n'importe quoi pour qu'il m'accepte ici. Le bordel qui habitait là ressemblait totalement à celui qui m'habitait depuis toujours. C'est comme si leurs engueulades, c'était celles qui avaient lieu dans ma tête en permanence depuis que je suis tout petit. Malheureusement, l'Union européenne ne semble pas se résumer à cette vision idéale qui pourrait faire oublier que la construction européenne, bien loin des discours et de quelques dispositions emblématiques, s'est principalement faite autour d'une adhésion à un modèle économique depuis entrée en crise. Dès les années 50 et dès l'Europe des pères fondateurs, dès l'Europe de Jean Monnet, le choix qui a été fait, ça a quand même été le choix d'une Europe technique qui soit le plus possible éloignée des peuples, dont on supposait, après les guerres mondiales, qu'ils étaient les responsables, par leur passion politique, qu'ils étaient les responsables de la guerre. C'était ça l'Europe de Jean Monnet, et lui était très défiant vis-à-vis de tout ce qui était politique. Il préférait privilégier l'économie et la technique.
En effet, de ses premières formes jusqu'au récent traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de l'Europe, signé en 2012, l'Union européenne, avec le consentement de tous les États membres, n'a eu de cesse de favoriser la circulation des marchandises et la concurrence parfois féroce, et de limiter les possibilités pour les États de soutenir une économie au service de leur population. Le problème européen, il date d'abord du tournant de l'acte unique signé en 86. Puisque l'acte unique, c'est quoi? C'est rajouter au marché commun, qui est la libre circulation des marchandises, une nouvelle strate de dérégulation, la libre circulation des facteurs de production, qui sont le capital et le travail. Et c'est dans le cadre de ces 4 libertés du régime du marché unique en fait, on va se voir une compétition exacerbée entre États au lieu d'une solidarité. Si cette vision économique a pu, à certains moments, être facteur de développement, elle donne principalement à voir, aujourd'hui, ses effets néfastes. Concurrence déloyale, précarité, chômage, dégradation du mode de vie et des services au public, et explosion des dettes publiques découlant de tout cela. Mais alors que le rejet de cette politique prenait de l'ampleur au sein des populations, les traités européens, élaborés par les dirigeants des différents pays, ont en parallèle créé et développé des institutions supranationales au caractère démocratique tout à fait discutable. On pense par exemple à la Commission européenne, une instance non élue et soumise à la pression des lobbies, pouvant imposer ses directives aux États et par là même aux citoyens sans jamais les consulter. Et vous savez qu'à Bruxelles, cette puissance des lobbies saute aux yeux puisque leurs immeubles encerclent littéralement la Commission européenne. Ils ont pris d'assaut cette commission. Bruxelles abrite 2500 structures de lobbying, 15 000 lobbyistes, le 2e pôle de lobbying mondial. Seul celui rassemblé à Washington DC est plus important. Donc le système législatif de l'Union européenne est très complexe. Il comporte de nombreuses étapes. Tout part de la Commission européenne. On y discute des initiatives en matière de législation et de politique avant de les transmettre aux institutions telles que le Parlement et le Conseil des ministres. Et quand la Commission européenne travaille sur de nouvelles lois ou de nouvelles politiques, l'industrie veut avoir son mot à dire. Rappelons au passage que les traités eux-mêmes sont aujourd'hui imposés sans consultation démocratique préalable. Pire, quand on consent à demander l'avis des gens, celui-ci n'est au final pas pris en compte. On pense bien sûr ici au traité de 2005 portant sur le projet de constitution pour l'Europe, rejeté par les Français par référendum, puis imposé à eux sous forme légèrement modifiée via le traité de Lisbonne 2 ans plus tard. Dès lors, il n'y a guère que quelques analystes déconnectés pour s'étonner du rejet croissant d'une Union européenne privant les citoyens de leur souveraineté pour imposer un modèle économique qui ne fonctionne plus. Il faut maintenant, je pense que les opinions publiques européennes entendent cela et se rendent compte que sortir, c'est catastrophique. C'est vrai que ça crée un sentiment étrange en termes démocratiques, c'est l'idée que quelque chose est irréversible. Si c'est irréversible, c'est pas démocratique, puisqu'on ne peut pas le remettre en cause par la démocratie. Eh bien oui, il y a des choses en démocratie qui sont irréversibles, ça s'appelle le progrès. Yeah, well, you know, that's just like your opinion, man. Mais alors, que faire de l'Union européenne? Penser que son fonctionnement actuel est intenable peut amener à 2 attitudes. Chercher à la réorienter, malgré la difficulté liée au fait que presque tous les dirigeants européens semblent aujourd'hui en phase avec son orientation, ou considérer cela comme impossible et en conclure qu'il est préférable de la quitter comme les traités européens le permettent. Chacun peut se positionner sur cette question selon son analyse propre de la situation. Mais le débat a le mérite de rappeler une évidence. Sortir de l'Union européenne est un moyen éventuel de remettre la politique au service des gens à l'échelon national, à défaut de pouvoir le faire à un niveau européen. Ce n'est pas une fin en soi. Dès lors, au-delà du positionnement sur la question européenne, les autres aspects du programme de chaque candidat doivent être scrutés avec attention. Car s'il est légitime de se demander si une politique différente est possible dans le cadre européen, voire d'en douter très sérieusement, il est également évident qu'une politique entièrement décidée au niveau national ne constitue en rien la garantie que cette politique sera menée dans l'intérêt du pays et de ses habitants. Après tout, ceux qui ont dirigé notre pays et qui d'ailleurs ont grandement contribué à construire le modèle européen actuel n'ont pas attendu Maastricht pour faire n'importe quoi. Et l'argument « de toute façon, on ne peut pas faire autrement, l'Europe ne veut pas » peut facilement donner dans leur bouche l'impression qu'ils se dédouanent à peu de frais et de manière assez hypocrite de leurs responsabilités dans la crise actuelle.
Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain dans L'œil du fil, l'émission qui regarde plus loin que la présidentielle.